le volume. Voilà. C'est bon. C'est bon. OK. Ouais. J'ai un petit réglage à faire, c'est bon. Ah, OK. Ouais, et comme je disais qu'au départ, finalement, que je voulais plutôt parler de problèmes de nuisances sonores du voisinage, mais mon éditeur français de l'édition Ça et Là, avec qui j'ai travaillé depuis longtemps, il n'était pas très emballé par cette direction, en fait. Il trouve que c'est un peu anecdotique, mais il m'a quand même demandé d'en creuser plus. Et du coup, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je pourrais en faire? C'est vrai que, ouais, on pourrait dire problème de voisinage, peut-être ça n'intéresse pas grand monde. Ouais, ça arrive à tout le monde, à Paris, à Taipei, partout. Et après, 2017, malheureusement, oui, j'ai eu des problèmes avec mon petit frère, que malheureusement, ça a fini par vraiment une action violente. Et ça m'a bien plutôt même secoué dans tous les sens. Et du coup, ouais, je pensais ces questions, et parce que cet événement, ça m'a bien questionné, parce que c'est comme tout d'un coup, j'avais des problèmes chez moi en France, avec le voisinage, le crime, bon, OK. Mais bon, la procédure judiciaire était quand même assez fastidieux. Et après, je dis, bon, au moins, je pourrais peut-être rentrer à Taïwan, ou voilà, à Taïwan, c'est tranquille. Mais avec cette histoire de violence de la part de mon frère, finalement, j'ai l'impression que je perds aussi une sorte de base, en fait, ouais, de Taïwan. Donc, du coup, ni la France, dans les deux, j'ai l'impression que j'ai perdu les deux maisons, quoi, pour ma petite existence dans ce monde. Voilà, du coup, ça résonne avec cette question de cette copine. Alors, rentre chez toi, mais je rentre où, quoi? J'avais l'impression de nulle part d'y aller. Et voilà, du coup, mais bon, moi, j'ai quand même encore quelque chose, je pourrais me retrouver, c'est l'écriture. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, ça a construit ce récit. Et c'est pour ça que le livre, au lieu d'une bande dessinée de reportage sur les problèmes de voisinage, est devenu un récit, des réflexions de chez soi. C'est pour ça, au départ, le titre était en anglais, Home, en fait, H-O-M-E, tout simple. Mais comme vous savez que, bon, publier une bande dessinée en France avec un titre en anglais, c'est peut-être pas très bien vu. Du coup, je l'ai écrit en deux langues, en taïwanais et aussi en français. Ça devient le titre actuel. Voilà. Merci. Justement, toujours sur ce... Une fois que tu as décidé avec ton éditeur d'élargir le propos, avec l'idée de chercher où est-ce qu'on est chez soi, où est-ce que tu es chez toi, tu as quand même gardé le même, en apparence, le même dispositif que dans les deux premiers livres. Dans les deux premiers livres, pour ceux qui peut-être ne les ont pas lus, on retrouve ton personnage. Alors, le premier, c'est une petite fille et une jeune fille, puisque ce sont des souvenirs de l'époque de la fin de la loi martiale à Taïwan. Et juste après la levée de la loi martiale, la réalisation des choses que tu avais mal comprises ou qu'on t'avait cachées ou mal expliquées. Et le deuxième livre, Fuda Fudak, c'est vraiment plus un reportage qui est né d'un séjour près de Taitung, dans l'est de Taïwan, où une amie qui n'est pas autochtone, mais une amie qui est sur place, t'aide à aller à la rencontre des populations autochtones de la région. Et là, on retrouve donc le personnage, autrice, personnage. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Et
le livre est composé de différents chapitres. Mm. Et il y a des choses, tu en as déjà un peu parlé, qui sont très différentes. On voit à la fois les premiers pas en France, la situation quand tu rentres à Taïwan, tu réalises aussi ta place de fille au sein d'une famille taïwanaise, les relations plus difficiles avec la famille taïwanaise quand on revient et qu'on n'est pas là souvent, des préjugés racistes en France qui visent les Asiatiques en général, et puis aussi des nuisances de voisinage, tu en as parlé. Et donc, il y a beaucoup de détails, d'anecdotes. Certaines, c'est simplement une vignette, d'autres, c'est un chapitre. Comment est-ce que tu as organisé, comment est-ce que tu as rassemblé tout ce matériau? Parce que ça peut être assez complexe d'organiser tout ça. Est-ce que c'était un travail, est-ce que tu as écrit un scénario de A à Z, ou est-ce que tu es parti de différents petits bouts? Comment est-ce que tu as fait? Comme je disais qu'au départ, ce projet, le corps principal ou original, c'était sur plutôt l'expérience de nuisances sonores, de voisinage, et aussi du dysfonctionnement finalement des services publics de Valence. Voilà, au départ, c'était ça. Et puis, quand l'autre événement de violence familiale qui s'est passé, et du coup, voilà, comme tout à l'heure, j'ai dit que je trouvais ces axes de plus de chez moi et chez moi, les deux chez moi, mes deux pays, quoi, le pays d'accueil et le pays d'origine. Et du coup, je pense que de trouver ces nouveaux axes, ça m'a été quand même de bien aménager quand même tous ces éléments. Comme tu disais, hein, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme dans la vie, on arrive dans un nouveau pays, quand même, il y a autant de choses. C'est comme voilà. Et après, dans notre pays, mon pays d'origine, il y a aussi quand même tout des choses, des traditions, des conflits au sein de famille. C'est comme la vie quotidienne. Et du coup, ces axes même arrêtés, vraiment plutôt d'aménager tous ces vraiment on peut dire une sorte de sous-lignes, voilà, d'autres lignes, plein de lignes différentes aménagées. C'est comme vraiment de très bons dossiers. Voilà, des dossiers, je peux leur aménager de parties, des allers et retours, Taïwan et la France, comme ça. Et puis, moi, j'ai toujours l'habitude de commencer que par écrit, en fait. Peut-être ça paraît un peu bizarre parce que bande dessinée, c'est plutôt un art qui mélange les dessins et aussi les textes, où parfois il n'y a que des dessins, hein, et ça existe. Mais moi, j'ai plutôt l'habitude d'abord de mettre toutes les idées ou toutes les pistes que je peux trouver, ou les mêmes références, tout ça, je les couche tous sur le papier, comme ça, l'ordinateur, voilà. Tout écrit, tout noté, et après, je vais le mettre en chapitre. C'est toujours un texte. Et après, je vais voir comment je pourrais trouver une sorte de transcrire en forme de bande dessinée, comme ça. Mais pas d'illustrer. Moi, j'évite quand même d'utiliser des dessins pour illustrer le texte. Voilà. Donc, de trouver vraiment une forme de bande dessinée, ce mélange de texte et de dessin. Et après, par exemple, pour ce livre, mon éditeur, finalement, il a regardé tous ces chapitres. Et du coup, voilà, ça veut dire que toutes les planches du livre étaient presque prêtes. Mais après, il a quand même un peu remanié un peu sa manière de trouver un autre pour faciliter la lecture des lecteurs. Parce que c'est vrai que dans ce livre, il y a des éléments, il y a des histoires quand même assez amères, assez douloureuses. Et que lui, en tant qu'éditeur, lui, il a un œil plus frais par rapport à moi, l'auteur qui a quand même tête dans le guidon pendant 2 ans, 3 ans. Et il a essayé quand même de trouver un autre de lecture. Voilà, comme ça, ça m'a bien été. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais. Si, c'est excellent. Justement, ça, je reviens un peu parce que ma question était un peu double et puis j'ai mal exprimé. On retrouve cette partie autobiographique
à travers ton personnage qu'on suit en fait entre la France et Taïwan dans ce livre. Et, et pourtant, j'ai l'impression que le personnage n'a pas la même fonction que dans les deux autres livres précédents. C'est ça que je voulais dire en fait aussi tout à l'heure. Parce que dans le deuxième livre, Fuda Fuda, pour moi, ton personnage, c'est vraiment comme un petit reporter qui va dans une région inconnue, enfin mal connue. Et on voit vraiment ce rôle d'intermédiaire qui fait découvrir au lecteur des choses. Et dans le premier, c'est des souvenirs. Donc, le personnage, c'est toi toute petite. Donc déjà, physiquement, on voit la petite fille, c'est pas du tout la même impression. Et là, on voit vraiment il y a moins de filtres. C'est plus directement toi, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est juste à cause du moi, je pense que moi, en reporter, c'est vrai que quand j'ai été reporter pour Food After, moi, c'est vrai que c'est moi je suis intermédiaire, voilà, pour plutôt présenter. Ouais, ça c'était moi, ça c'est le jeune militant autochtone. Voilà. Okay. Mais, ouais, non, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que ouais, c'est une manière de le présenter. Et ouais, c'est vrai que mon rôle, c'est vraiment plutôt même si je me présente aussi, j'étais présente aussi dans les scènes, mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ton rôle aussi ouais, on est comme passeur, voilà, on montre, on note aussi ce qu'on a vu et après, voilà, c'est ça, quoi. C'est pas, moi, même si je me mets en scène, mais c'est pas moi le héros, en fait, c'est les autres. Ouais. Mais après, c'est vrai que le premier, le nouveau livre, le troisième, c'est un récit plus autobiographique et que tous les temps quand même ont apporté des passages qui me paraissent quand même assez pas évidents. Mais c'est vrai que pour le troisième, parce que vu quand même il y a des choses carrément qui m'a bien touchée. Et je ne sais pas si vous me pourrait dire que c'est vraiment moi. Je pense que c'est toujours moi, mais peut-être c'est encore quelque chose qui est assez récent. Et du coup, peut-être le récit est encore un peu, je sais pas. C'est un peu comme une sorte de, je sais pas. Mais pour moi, ce sont moi. Hein, donc c'est parce que c'est vrai que je pense que chaque lecteur a ce qu'il ressentait. Et du coup, je ne pourrais pas vraiment dire lequel est le plus proche de moi après, en fait. Voilà. Donc, ouais. Mais en même temps, je pense que comme toutes les créations artistiques, le livre, le film ou un livre autobiographique ou pas, je pense qu'il y a quand même toujours ça demande peut-être pourcentage. Et peut-être pour un récit autobiographique, c'est plus évident, mais je pense qu'il y a toujours une partie de l'auteur, l'autrice dedans. Quoi. Donc, c'est pour moi, c'est mon point de vue. Voilà. C'est très. Quand on lit le livre, on perçoit vraiment ces moments difficiles, ces choses très personnelles hein, que tu racontes à certains passages. Il y a d'autres passages qui sont très drôles ou très cocasses. Ouais. Il y a différentes situations. Hein, c'est pas. Mais en même temps, j'ai l'impression, enfin, en lisant, j'ai toujours eu l'impression que tu racontais les choses comme elles sont ou comme elles se sont passées, de manière assez factuelle presque. Et on ne tombe pas dans quelque chose de très, dans du pathos ou dans quelque chose de vraiment de très. C'est pas un soap opéra taïwanais où tout le monde va pleurer. C'est quelque chose de très maîtrisé. Et en préparant cette soirée, j'ai lu une lecture, un compte-rendu de ce livre qui était fait par Florian Zalewski,
et sur un blog ou un site. Et, Ensuite, ouais. un site, ouais. Et il expliquait, enfin, à son avis, il disait que une des manières dans cette distance, ou cette mise à distance des sentiments vraiment dramatiques se passait, c'était grâce à ton dessin. D'après lui, il disait la simplicité du dessin, qui est simplement crayonné et assez minimaliste. Et il disait que c'était une manière de prendre de la distance avec ces sujets délicats. Et je voudrais savoir si ce que tu penses de ce point de vue, qui était un point de vue de ce lecteur, est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente ou tu as recherché? Comment tu positionnes? Quand j'écrivais ce livre, ou comme les autres livres, c'est vrai que je n'avais pas vraiment j'avais pas trop recherché ou de trouver un style graphique pour le livre. Moi, ce que je pensais, c'est déjà de comment bien structurer et raconter voilà, mes expériences plutôt d'une manière compréhensible et peut-être aussi comme ce que tu disais, je suis pas là vraiment comme un peu comme dans certains comment dire soap opera, voilà, des trucs oh là 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 le gros mélodrame, mais après tout le monde il faut qu'il vous pleurez pour moi. Bah, c'est pas ce que je cherchais, quoi. C'était plutôt de traduire ce que je sentais et d'une manière qui me paraissait plutôt juste, voilà. Mais c'est vrai que ce qui me paraît juste, c'est pas forcément, peut-être pour certains, c'est pas assez. Il y a aussi des critiques comme ça, ou pour certains, ils trouvent que oui, c'est juste. Mais je n'ai pas vraiment cherché un graphisme comme ouais, tel graphisme pour pouvoir garder une distance comme ça. Mais c'est vrai que cet style minimaliste, je pense que ça aide à vraiment, comme on disait justement, comme ce critique, ça pourrait créer une distance juste aussi par rapport à ce que l'image pourrait provoquer en fait. Voilà. Mais voilà, bah, imaginons par exemple une des cases ou tout ça, si je le fais en grand tableau et après avec la peinture, tout ça, ça sera peut-être assez différent. Mais je pense que ouais, ce que je ferais, c'est plutôt de bien comme trouver un langage visuel juste pour plutôt exprimer quelque chose qui pourrait être quand même toujours très agitant, hein. C'est comme une mer, ouais, ça a l'air tout tranquille et tout ça, mais après, au-dessous, il y a quand même plein de mouvements comme ça. Voilà. C'est d'ailleurs des allers-retours assez mouvementés en fait dans le livre, parce que c'est à la fois ça se déroule sur 20 ans à peu près, hein, c'est des épisodes qui sont pris issus de 20 années entre la France et Taïwan. Alors, depuis ton départ de Taïwan pour la France et ensuite des allers-retours. Mais tu parles même d'événements à Taïwan, il y a un typhon, il y a des inondations, voilà, il y a des choses qui t'ont marqué visiblement, des choses qui remontent, font aussi rejaillir des souvenirs d'enfance à certains moments, où tu vois les rues changer dans ta ville d'origine, des choses comme ça. Est-ce que puis il y a quand même la grosse histoire du voisinage, c'est-à-dire que c'est vrai que tu as expliqué que c'était un peu un point de départ de l'ouvrage et on ressent que ça a une place importante dans le livre définitif, puisqu'il y a donc l'histoire, c'est pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une partie de l'histoire de ce livre, c'est à Valence où Nitin trouve un appartement avec son époux de l'époque et se rend compte rapidement que le bar en dessous fait beaucoup de bruit la nuit, tard, alors que l'office HLM s'est bien gardé de mentionner ce petit détail. Voilà, c'est ça. Hein. Ah oui, oui, oui. On n'était que une des
peut-être des millions de petits locataires de l'Office HLM. Pas millions, mais peut-être, oui. Ouais, on n'est que de petits. Peut-être pour eux, on n'est que un des petits chiffres, quoi. Donc, ouais. Et une chose qui m'a étonné presque par rapport à cet épisode-là, c'est que tu dis, ou le personnage dit dans le livre, tu n'as pas envie de demander on te propose presque de changer de logement, de trouver un logement moins bruyant. Et non, c'est là où tu veux rester. Alors, je ne connais pas beaucoup, on se connaît un petit peu, mais ça ne m'a pas surpris. C'est un peu cette opiniâtreté voilà. Mais je voudrais, est-ce que c'est pas finalement le moment où tu dis voilà, je suis chez moi? Est-ce que c'est pas un moment clé à la fois dans ton parcours personnel puis dans le livre? Ouais, je n'ai pas changé d'idée, mais c'est vrai que souvent, même les amis, les gens qui connaissaient mon histoire, qui me connaissaient, souvent ils m'ont dit, mais poser cette question, pourquoi je ne voulais pas partir? Parce que c'est aussi, c'est aussi une des raisons que l'Office HLM de Valence, Valence Roman Habitat, je pense qu'ils ont réussi de ne pas être poursuivis parce qu'ils ont dit ouais, mais on lui a quand même fait plusieurs propositions, mais elle n'accepte pas, hein, c'est pas un autre problème. Ouais, mais je me demande si l'Office HLM de Valence Roman Habitat, est-ce qu'ils ont proposé, est-ce qu'ils avaient quand même fait la même proposition au part, quoi, mais pourquoi à moi et pas au part? Mais on pourrait comprendre la raison, mais pour moi, c'est vrai que, bon, en même temps, c'est vrai que pour moi, de changer un appartement, ça représente beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut changer comme tous les adresses, tous les papiers, après déménager. Et ça, ce sera à moi de prendre en charge de tous ces frais, quoi. Donc, il est parti peut-être, finalement, j'aurais du mal de déménager comme ça, mais je pense que j'étais bien, je suis toujours bien dans mon appartement. Donc, voilà. Donc, tu habites encore au même endroit? Oui, j'habite toujours là, mais maintenant, c'est vrai que depuis le premier confinement en France, là, mars 2020, 2015. Non, 2015, il y a d'autres événements quand même importants, c'est d'autres choses. Ouais, mais je voulais dire que, vraiment, on pourrait dire grâce quand même à la crise sanitaire, et le bar était obligé de fermer. Et maintenant, pareil, parce qu'en France, c'est une nouvelle vague de Covid. Du coup, il est obligé aussi ils sont obligés de le fermer pour l'instant. Voilà. Donc, ça va. Ça, pour moi, c'est un petit avantage de la crise sanitaire. Ouais. Excellent. J'ai une petite question qui est un peu à part de ce qu'on vient de discuter, mais dans le livre, il y a un moment, c'est assez émouvant, tu parles de ta découverte de la langue française et puis des livres. Et dans ce passage, tu décris la lecture et les livres comme une demeure où on se sent bien. Donc aussi comme quelque part où on peut être chez soi. Et je voulais ouvrir un peu l'imagination en te demandant quelles sont tes lectures et puis les livres qui te font te sentir chez toi. Peut-être aussi celles qui t'inspirent pour ton travail ou pour ta vie. Ouais, ce sont chez moi, ce n'était pas forcément des livres taïwanais, mais c'est vrai que chez moi, il y a beaucoup de livres taïwanais. Et en fait, les livres qui me sont fait sentir chez moi, c'est plutôt vraiment des livres que je voyais comme les gens ont fait un parcours et pouvoir trouver des solutions, qui tentent de trouver des solutions un peu dans ce genre. Et c'est vrai qu'en France, en français, je lisais plutôt la bande dessinée.
Par exemple, il y a un mangaka qui n'a pas été beaucoup traduit à Taïwan, mais en France, oui, c'est Shigeru. Et en mandarin, c'est Shui Mu Mao. Et lui, il a parlé justement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était soldat, jeune soldat, et il a perdu un bras. Et il a failli mourir et qu'il a pu survivre et après rentrer au Japon, devenir mangaka. Et après, voilà, avant son décès, il a gagné un prix important à Angoulême. Et c'est assez émouvant de lire son autobiographie, quoi. Et sinon, il y a aussi encore un mangaka que je trouve excellent, aussi édité plutôt en France. C'est Higa, je crois, Susumu, voilà. Et lui, il est d'origine d'Osaka. Il parlait aussi de l'histoire de on peut dire sa région ou son pays, Okinawa. Et c'est plutôt de ce genre de récit, témoignage ou inspiré vraiment des vécus qui m'a bien touché. Mais sinon, au début, c'est vrai que avec mon petit niveau de français, j'avais du mal de lire vraiment des romans, tout ça. Mais par exemple, des poèmes plutôt courts et ça me parle plus. Par exemple, comme Prévert, que tout le monde connaît bien. Voilà. C'est plutôt ce genre ici. Ouais. C'est vrai que j'ai du mal de lire des gros romans, des choses. Ouais. Et du côté taïwanais, je sais pas, quelle lecture tu recommanderais à des Français qui voudraient se sentir chez eux à Taïwan? Mais en français ou en taïwanais? Bah, imaginons qu'ils soient traduits, peut-être qu'ils le sont, mais des choses que tu as lues en mandarin ou en taïwanais. Ouais, mais c'est vrai que recommander, ça sera difficile, mais parce que chaque fois quand je rentre à Taïwan, j'ai essayé de ramener plutôt plein de livres sur l'histoire de Taïwan comme ça. Et vu que j'ai appris récemment le taïwanais aussi, et maintenant j'ai essayé d'étudier des livres en taïwanais. Et par exemple, il y a un roman historique écrit en taïwanais par un taïwanais qui vit toujours au Canada depuis longtemps. Et c'est assez touchant parce que ouais, il parle d'une population autochtone que les Taïwanais connaissent encore moins que les autres, comme ouais, il s'appelle c'est Silaya, en fait, Siraya. Et c'est très bien écrit et il parle quand même de conflits entre des différentes communautés taïwanaises et que c'est assez prenant. Mais après, c'est vrai que même pour les Taïwanais qui comprenaient pas, qui n'a jamais appris le taïwanais, c'est vrai que ce n'est pas évident de lire, mais je recommande fortement parce qu'il y a quand même pas mal de caractères en mandarin. Ouais. Et en chinois, ça s'appelle Xiang Shi Bu Ji, Yongsu Boki. Voilà, parler de l'histoire de Taïwan, je ne sais pas comment le traduire, ou partiellement perdu, quelque chose, voilà, dans ce genre. Ouais. Plutôt donc des choses qui se rapportent à l'histoire de Taïwan, quoi. Ce que tu... Ouais. Ouais, parce que comme je disais, ou j'ai écrit dans ma première bande dessinée, Formose, que bah, moi j'ai l'impression que j'ai toujours, je dois continuer à lire beaucoup de livres sur l'histoire de Taïwan ou même aussi essayer aussi de lire d'autres récits sur Taïwan ou d'autres choses, mais en taïwanais ou d'autres langues de Taïwan pour comprendre mieux, quoi, pour un peu rattraper ce qu'on ne m'a pas appris et ce que maintenant c'est à moi d'apprendre la culture de mon pays, voilà, comme ça, ce que je pourrais à ma façon. Le livre, chez moi, il est sorti en France déjà il y a plusieurs mois. Hein, c'était au mois En d'octobre. septembre. Et j'imagine que tu as déjà eu l'occasion de le présenter dans différentes
festival ou salon ou librairie. J'aimerais savoir quelle a été la réaction du public français à cette histoire et à ces histoires qui sont dans le livre. Bon, j'ai déjà fait plusieurs salons, par exemple à Saint-Malo, Festival bande dessinée Saint-Malo, ou à Colomiers, près de Toulouse, ou à Paris, à Villejuif. Et c'est vrai que c'est très intéressant vraiment de pouvoir rencontrer les lecteurs. Par exemple, il y a un jeune garçon qui a acheté Wan Tao chez moi parce que en fait son père justement est fonctionnaire et il voulait finalement il voulait leur offrir comme cadeau d'anniversaire pour qu'ils comprennent un peu les difficultés des gens qui face à des services publics, quoi. Et ça, je trouve c'est une très bonne idée. Mais il y a quand j'étais au festival bande dessinée de Colomiers, près de Toulouse, en novembre, et il y a quelque chose qui m'a bien parlé, c'est qu'il y avait une Française d'origine vietnamienne. Elle est arrivée sur nos stands de ça et là, elle a acheté mon livre et aussi les autres voilà, c'est parce que les gens ils ont acheté plein de livres pour offrir pour les fêtes, pour le Noël. Et après le lendemain, en fait, elle est revenue et a acheté encore un autre exemplaire de Wan Tao chez moi et voulait offrir à sa mère, en fait, parce que justement sa mère a fui le Vietnam. En fait, quand elle n'est même pas encore née, en fait. Elle est née sur un bateau international quand sa famille a fui le Vietnam avant que vraiment tout le monde fuit, en fait. C'est même avant la vague de boat people au Vietnam du Sud. Et du coup, il a lu rapidement quand il a acheté mon livre. Et il a fini tout de suite. Et il pense qu'il voulait en acheter un exemplaire spécialement pour sa mère qui a fui le communisme et après qui sont arrivés en France, qui a apparemment vécu aussi des choses au sein de la communauté vietnamienne. Il y a quand même malheureusement il y a aussi cette histoire de inégalité entre les garçons et les filles et tout ça, etc. Donc oui, c'était quelque chose qui m'a bien marqué comme ça. Et sur les aspects plus français, enfin, ou en tout cas plus liés à la réaction des Français dans le livre, par exemple les remarques bêtes ou parfois même racistes que tu évoques. Oui, ça fait réagir les gens ou comment est-ce que... oui, ça a fait beaucoup. C'est vrai que certains lecteurs qui ont acheté le livre, qui m'ont dit que justement, ça le parle. Par exemple, il y avait un jeune d'origine vietnamienne encore. Et après aussi un jeune d'origine chinoise. J'ai l'impression que ces passages, ça le parle. Et moi, je le dis que parce que je suis pas là non plus de faire un petit catalogue de ce genre de racisme dans la vie quotidienne. Parce que dedans, il y a une chose que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que la plupart des choses que j'ai vues, j'ai parlé dans le livre, soit c'est mon vécu personnel ou soit ce que j'ai vu en fait. Moi, j'étais là, j'ai vu comme ce qui est arrivé à mes amis. Et comment dire, mais voilà, ce que je dis à ces jeunes, les autres, les Français d'origine asiatique, je leur dis que, par exemple, il y a des événements qui arrivent et moi, j'ai décidé de réagir tout de suite. Par exemple, dans un RER français, à Paris, j'ai vu, ce n'est pas moi qui a subi des insultes, mais c'était une copine à moi et finalement, j'ai décidé de réagir. Voilà, c'est vraiment, on n'est pas là non seulement de faire profil pas, de subir, quoi. C'est pour faire réagir tout de suite. Mais en même temps, dans ce livre,
il y a quand même certaines scènes qui s'effaçaient vraiment. Et finalement, je n'ai pas pu réagir sur le moment, en fait. Par exemple, devant la gare de Valence, c'est vrai qu'il y a deux gamins qui m'ont sorti un propos assez déplacé. Mais moi, j'étais pressée de partir. Je n'ai pas réagi comme j'ai écrit dans le livre, quoi. Donc, ça veut dire que finalement, la bande dessinée, ce livre, ça m'a plutôt un peu aidé, un peu de OK, si j'avais eu le temps, comment j'aurais réagi encore mieux, comme ça, voilà. Je suis pas vraiment si fort dans la vie, ouais, tout de suite, tac, 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 je réagis, je corrige les gens. Non, non, j'arrive pas à faire tout le temps comme ça. Ouais. Merci. Moi, je voudrais, avant de donner la parole à ceux qui sont présents, je vais tourner l'ordinateur pour que tu puisses dialoguer, ce sera plus simple. Je voudrais juste faire part de moi, ma réaction de lecteur ayant lu Wantaro chez moi. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qui me rappelaient en fait des anecdotes ou des sensations que j'avais vécues à Taïwan en tant qu'étranger arrivant à Taïwan et puis ensuite petit à petit m'y sentant chez moi ou à peu près chez moi. Il y a des différences aussi et ouais, par exemple, je trouve qu'à Taïwan c'est assez facile, enfin on peut se sentir chez soi mais on a toujours un doute sur ce que va être Taïwan dans 20 ans. Peut-être qu'en France, on a aussi des doutes. Mais en tout cas, il y a toujours cette question à Taïwan on m'a posé 30 000 fois la question, est-ce que tu vas rester là toute ta vie? Ouais, c'est souvent ça. Et à certains moments plus tendus ou plus avec des enjeux importants, comme par exemple avant la dernière élection présidentielle, où j'étais à Taïwan donc déjà depuis 10 ans, et pour la première fois, j'entendais même entre Français ou entre étrangers ici, des gens qui étaient là depuis des années et qui se posaient la question de savoir s'ils allaient partir ou pas. Parce qu'ils voyaient un certain candidat peut-être être élu et ils avaient un peu peur du résultat. Et alors, ils avaient peur à tort ou à raison. Hein, je vais pas... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait frappé et qu'on ne retrouve pas vraiment du coup dans ton expérience en France. Mais ça m'a fait penser, en fait, ça m'a fait aussi ressortir tous les, tous les souvenirs. Alors, avec l'administration taïwanaise, ça va plutôt bien en général. Mais... Oui, ça, je suis sûre qu'il y a moins de problèmes. mais il y a aussi sûrement des problèmes. Donc, cette petite anecdote personnelle me sert à tourner la caméra et à donner le micro à ceux qui sont présents ce soir. Alors, on va tourner pour qu'on puisse le voir, sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Alors, juste pour vous parler dans le micro pour que tu m'entendes bien et puis vous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Gaz, donc je suis à Taïwan depuis septembre, mais je suis déjà venue un an il y a une d'abord, moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout. Et je suis contente de vous connaître maintenant, parce que aujourd'hui, je pense, vont me parler. Moi, je suis française, d'origine ivoirienne, et maintenant je suis à Taïwan. Donc, je pense que je vais probablement trouver quelques éléments communs. J'avais deux questions à vous poser. La première chose, c'est savoir est-ce que l'ordre de vos livres suit vraiment l'ordre de votre évolution de penser, enfin de voir les choses. Parce que vous commencez par un livre qui parle d'abord de Taïwan. Ensuite, un autre livre qui parle encore de Taïwan, mais sur un autre sujet. Et après, vous finissez. Le troisième, c'est sur
le fait de trouver son chez-soi, si j'ai bien compris. De savoir est-ce que l'évolution de ce thème-là, même si j'ai bien compris que le troisième était parti quand même plus d'un point de voisinage que d'une question de, voilà. Savoir l'ordre de pensée, savoir en fait l'évolution de votre sentiment, décrocher un petit peu. Voilà, c'est la première question. Et la deuxième question, je suis très intéressée de savoir quel est votre rapport vraiment à la langue française. D'abord, comment vous l'avez apprise? Comment, une fois arrivé en France, ça s'est passé? La façon de penser, la langue, etc. Enfin, voilà. Cet aspect-là m'intéresse assez. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais essayer de mémoriser. Ouais. Ok. Oui, la première question, c'est que si, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un peu de distance, un peu des échos, je n'avais pas vraiment très bien suivi, mais vous voulez dire que l'autre de chapitre, est-ce que c'est un peu chronologique, c'est ça? C'est chronologiquement, c'est comme ça? En fait, ce que je me dis, si moi je quitte mon pays, pour aller dans un autre pays, la chose qui me viendra peut-être à l'esprit en premier, mais c'est moi. Peut-être que c'est de me dire, tiens, je ne suis pas dans mon pays, d'abord. Et donc, la question, ce serait de se poser, c'est où chez moi, finalement? Et après, les années passant, peut-être que mon pays d'origine me manquerait, j'aurais envie de parler de ce pays-là. Alors, vous avez fait apparemment le contraire. Vous avez commencé par parler d'un pays que vous avez quitté, pour poser la question du chez-soi. Donc, je me demandais votre cheminement, en fait. Je sais pas si c'est ouais, je sais pas. Bon, je vais essayer et après vous pouvez voir ce que. Ouais. Juste pour préciser, c'est aussi entre les différents livres. C'est pas simplement, pas simplement dans ce livre-là, mais c'est le cheminement des 3 livres. Ah, cheminement de 3 livres. Il commence en fait il commence par Taïwan et en fait c'est le 3e livre qui parle de l'adaptation en France. Ouais, on pourrait dire, si on parlait de l'ordre de publication de ces 3 livres, oui, on pourrait voir un peu comme ça aussi. C'est que, ouais, le premier, c'est un peu plutôt une manière de présenter mon pays d'origine, plutôt au public français, on pourrait dire un peu comme ça. Et ouais, c'est aussi une réflexion hein, pour moi-même. Et puis, deuxième livre, c'est à peu près dans le même sens, mais ce n'est plus autobiographique. Et troisième livre, c'est un peu c'est un peu le aller-retour ouais, entre 2 pays, le pays d'accueil et le pays d'origine, un peu ces réflexions, quoi. On pourrait dire comme ça. Ouais. Et après, je ne sais pas si vous voulez parler justement aussi de troisième livre, comment ça a été, les chapitres, comment ça s'est été construit, c'est plutôt par rapport à ces 3 livres, si j'ai bien. Ah, ok. Voilà. Ouais, c'est 3 livres. Et après, deuxième chose, la relation avec la langue française, je pourrais vous dire que je continue, même si j'ai publié déjà 3 livres en français, mais je connais que je dois toujours faire des efforts, surtout dans l'écriture, parce que ouais, maintenant, je n'ai plus de problème de gérer les paperesses en français. Bon. Et après, quand même, des années voilà, pour des procès comme ça, j'avais moins peur par rapport à des thèmes même assez froids, qui me paraît comme une langue vraiment ouais, extraterrestre, quoi. Les langues judiciaires, tout ça, ça me fait moins peur. Mais je dois continuer quand même à faire des efforts pour mieux écrire. Ouais, je me suis toujours fait corriger hein, par les amis français qui sont plutôt assez sympas, je trouve. Ouais, même pour les simples, les articles ou des choses. Ouais, j'apprends encore tous les jours. Mais en même temps, je suis très ravie. Bon, c'est pas pour faire la pub pour mon prochain livre, mais c'est un peu lié à ça. C'est que voilà, comme ouais, en France, il n'y a pas que la langue française, il n'y a pas que la francophonie. La France, c'est un peu comme Taïwan, c'est qu'il y a aussi quand même plein de régions différentes. Et grâce à une résidence en Bretagne, j'ai finalement connaître ouais, la langue bretonne et que récemment, je viens de terminer une résidence dans le sud et j'ai pu connaître aussi la langue provençale. Et c'est vrai que comme
j'ai décrit déjà dans mon premier livre, Formose, finalement, les langues, une langue qui est pu parler, par exemple le français ou le chinois, ou une langue quand même, qui est issue quand même d'un terroir comme le breton, le taïwanais, ou le provençal, ou l'autre langue, etc. Et là, ouais, je suis ravie finalement de connaître finalement que ouais, la France, c'est vraiment, c'est comme un arc-en-ciel, il n'y a pas que le français. Et que les autres langues qui sont là et qui ont subi malheureusement, comme le taïwanais, les autres langues autochtones à Taïwan, j'espère qu'après, ils peuvent quand même avoir sa place sur ce territoire, quoi, le français. Voilà. De rien. Merci, on va passer le micro à une autre personne. Moi, je voudrais vous remercier parce que quand j'ai vu le titre de votre livre, j'ai dit je viens, j'habite à Taïwan. Ah, merci. Parce que j'ai fait cette expérience qui a été traumatisante. Après 4 ans à Taïwan, je suis rentrée chez moi, je pensais en France. J'étais obligée de dire, ben non, c'est pas chez moi, c'est plus chez moi. Et quand je suis revenue ici, j'étais plus chez moi qu'avant, mais non plus pas complètement. Alors votre problématique m'a bouleversée. Et ma solution à moi, c'est pas de dire que je suis chez moi des deux côtés, mais je crois que j'ai trouvé la réalité profonde de mon corps. Mon corps me localise. Et finalement, c'est peut-être mon chez-moi. Alors, je voulais seulement vous remercier. Je n'ai pas encore lu votre livre, donc je ne peux pas dire plus. Mais continuez, s'il vous plaît, à partager ce qui, pour moi, me conduit à une profondeur d'humanité auquel je ne m'attendais pas. Merci. Et avant peut-être que l'autre personne qui parle, j'aimerais vous parler aussi d'autres choses qui arrivent, qui pourraient, ouais, c'est comme tout à l'heure Pierre-Yves parlait justement, il y a beaucoup d'étrangers qui se sont posés questions. Quand, par exemple, Taïwan était sous la menace, en fait, c'est une menace permanente de la Chine. Mais en France, par exemple, en 2015, justement, c'est aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qui, je pense, qui nous fait poser question. C'était justement l'attaque de Charlie Hebdo. Et qu'à ce moment-là, je pense que, heureusement, beaucoup de Français ont répondu pas par le même geste, mais ouais, beaucoup de Français sont allés dans la rue et manifester pour simplement de protéger ce chez moi. Je suppose dans la rue à cette époque, il n'y a pas que les Français, il y a aussi plein d'étrangers, des lecteurs, auteurs, de tout, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de menaces par-ci par-là, crise sanitaire ou de menaces militaires, ou comme ça des attaques terroristes. Mais je pense que c'est à nous vraiment de se lever et après de se dire non, basta. Et ouais, chez moi, c'est ici et que ce n'est pas c'est pas une geste de dire oui, c'est chez moi et vous, non, partez. C'est vraiment de dire non, chez nous, ici, il y a ces valeurs, on a des valeurs à défendre, valeurs du droit de l'homme, de la démocratie. Et voilà, donc je me permets de faire cet appel par rapport aux attaques terroristes de Charlie Hebdo qui arrive justement le 7 janvier 2015, voilà, pour toutes ces personnes qui ont malheureusement été assassinées. C'est quand même aussi des dessinateurs, voilà, on est à peu près dans le même métier. Voilà. Bonne question. Bonsoir, je suis taïwanaise.
Et je viens de lire votre premier PT, la commence. J'ai deux questions. La première, c'est que pourquoi vous avez choisi la France comme lieu d'habitation et lieu de création? Et la deuxième, c'est que l'année dernière, à Taïwan, il y avait une controverse sur la démolition du mémorial de Chiang Kai-shek. Et j'aimerais savoir, à votre avis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va aider les gens, les Taïwanais ou les étrangers à reconnaître ou à rétablir la vérité de l'histoire taïwanaise? Merci. Est-ce que vous pouvez répéter la deuxième question? C'est La démolition de Zhangzhen-Jinyan-Tang. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va aider les Taïwanais ou aussi les étrangers à reconnaître la vérité de l'histoire taïwanaise? Oui, merci pour les deux questions. Pourquoi la France? C'est que, en fait, moi, j'ai hésité. En fait, c'était à 19, c'était l'autre siècle. C'était il y a plus de 20 ans. Et oui, j'ai hésité justement entre la France ou l'Italie ou l'Espagne, dans quel pays que je pourrais faire mes études en art. Mais la raison que je choisis la France était très simple parce que à l'époque, c'était plutôt sur l'internet, voilà, sur les sites des écoles d'art, c'est plutôt les écoles françaises, il y a plus d'informations, il y avait quand même plus d'informations et que j'ai maîtrisé quand même un peu mieux le français que les autres langues. Et puis, par exemple, j'aurais aimé aller à Barcelone. Mais après, c'est vrai que finalement, il faut apprendre aussi le catalan au lieu de castellano. En fait, on dit l'espagnol pour faire des études à Barcelone. Du coup, voilà, c'est pour ces raisons que j'ai choisi la France, en fait. Mais avant d'y aller, je ne savais pas que je pourrais un jour devenir dessinatrice de bande dessinée. Moi, je voulais faire des études en illustration. Mais du coup, ouais, pourquoi pas. La vie nous réserve plein de surprises comme ça. Voilà. Et deuxième question, oui, c'est aussi un sujet qui trotte vraiment dans ma tête parce que chaque fois quand je rentre à Taïwan et quand je prends le métro à Taipei et quand j'ai vu quand même des touristes étrangers qui ignoraient l'histoire de ce dictateur et aussi ce que représente ce mémorial, je trouve, en tant que Taïwanais, qui se dit, oui, nous sommes une sorte de bastion de droits de l'homme, liberté, je trouve ça fait honte quand même. Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense que avant, je voulais, ouais, comme certains, peut-être il faut le démolir, mais moi, je pense que non. Peut-être la meilleure façon, c'est plutôt au moins, je pense qu'il faut transformer quand même cette architecture, en fait, pour que les gens qui ne connaissent rien du tout, qui arrivent, qui ne vont même pas croire, parce que le panneau, ça devient, ouais, parce que la place, ça s'appelle Place Liberté, et est-ce que ce bâtiment représente justement un défenseur de la liberté ou des droits de l'homme? Bien sûr que non. Du coup, je pense que visuellement, quand même, il faut changer, il faut trouver une manière de changer, donner un autre sens plutôt voilà, à ce bâtiment. Et là, je pense qu'à Taïwan, on a quand même pas mal de chercheurs et des bons architectes. Je pense qu'on trouvera une bonne solution. Mais je pense que visuellement, il faut quand même faire un changement radical quand même. Parce que sinon, j'ai l'impression même les Taïwanais, par exemple, dans les boutiques de souvenirs à l'aéroport de Taoyuan, et vous pouvez voir, il y a autant même de petits souvenirs, des gadgets, des autocollants, et après même je sais pas, des pâtisseries taïwanaises, après qui représentent ces bâtiments, comme si c'est vraiment le landmark, c'est un monument important, touristique de Taïwan. Ça me fait mal au cœur, en fait. Mais comment trouver une solution? Je pense qu'il faut... Par exemple, il y a une universitaire taïwanaise
Et là, je pense qu'on pourrait le transformer, par exemple, en centre international des études sur les régimes aussi, ou sur les droits de l'homme. Moi, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Voilà, comme ça, on transformait totalement le sens de ce bâtiment. Et voilà, c'est peut-être une des solutions. Bon, voilà, ça, c'est ce que je pourrais répondre pour l'instant. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que Wangang chez moi sera bientôt traduit et publié à Taïwan? Parce que je pense que beaucoup de lecteurs taïwanais vont rentrer résonance avec ce livre. C'est vrai que pour une autrice de bande dessinée, ça aurait été bien de pouvoir continuer de publier des livres, et comme ça, on garde une visibilité. Et vu que je travaille souvent très lentement, je sors une bande dessinée tous les 3 ans, c'est vrai que peut-être j'aurais dû le publier à Taïwan. Mais ma réponse, c'est que pour l'instant, c'est plutôt non, ou même peut-être il faut trouver une autre manière, parce que ce livre autobiographique a quand même apporté des sujets assez sensibles, assez délicats sur ma famille. C'est vrai que j'ai des critiques assez... comment dire, oui, j'ai critiqué quand même mes parents, et je pense que pour l'instant, j'aurais du mal de le voir traduit à Taïwan. Voilà. Donc, et c'est vrai que pour une raison peut-être un peu égoïste, moi, j'ai besoin quand même de l'écrire après ouais, comme ça. Voilà. Donc, ouais, malheureusement, je pense pas que pour l'instant, c'est le moment de le publier à Taïwan. Ou peut-être jamais, mais bon. Ou je sais pas, ou carrément de publier en taïwanais. Comme ça, il y a moins de gens qui comprennent. Je sais pas. Mais non, mais c'est vrai que c'est par rapport à le sujet autour de ma famille. Voilà. Donc, voilà. S'il y a d'autres personnes qui ont... Oui, pardon, vous avez perdu. Les pages sur l'écran. J'ai deux questions à poser. La première, c'est quand il y a des idées ou des pensées, marquez-vous d'abord quand il y a ou des idées ou pensées, marquez-vous d'abord ou vous dessinez. Parce que je crois que quand on met des idées ou des pensées, si on ne le marque pas, quand on les réfléchit après, c'est un peu difficile de dessiner ou d'écrire le sentiment que l'on a. Je suis curieuse comment vous savez les faits. Et la deuxième question, c'est en fait, j'ai encore pour être diplomate, master étranger en France. Pourriez-vous me parler en français? je sais pas, Chenon, est-ce que vous pourriez reprendre les questions? Parce qu'en fait, le micro, il est un peu... Ou peut-être faire une version en mandarin pour... Ouais. 你可以翻译一下中文，因为你们都是台湾人啊。第一个问题是，因为像我刚刚看了您的作品，然后我发现里面有一些线条的图案是有一些情感在里面的。那当您在创作这些作品的时候，是
当下马上有想法，或是看到什么、听到什么的时候，马上就记下来，或者是画下来，还是你会稍微就是注记一点，就是笔记，然后可能等比较有空的时候再画。对，因为我的理解是，有一些我们的想法跟创意，如果当下没有马上就是创作出来的话，在事后在回想的时候，其实会专门去表达到当时最直接的感受。Merci, ouais, merci. Une très bonne question. C'est vrai que moi, j'ai fait 2 ans des études à l'École d'art d'Angoulême en bande dessinée. Et il y a quelque chose qu'on m'a appris, je trouve, c'est très pratique, c'est vraiment de voilà, avoir un petit carnet ou grand carnet, comme vous voulez, et après de noter ou de faire des croquis, en fait. Moi, j'utilise pour noter des croquis ou parfois, j'ai vu des situations un peu cocasses dans la vie quotidienne. Je note, ou si j'avais le temps, je notais même les éléments graphiques, ou si j'avais le temps, je fais une petite bande dessinée comme ça. Et ouais, vous avez raison, hein, c'est vrai que parfois, il y a des... Moi, j'ai l'impression que la vie quotidienne qui semble pourrait être un peu banale, mais j'ai l'impression que... mais parfois qui offre plein vraiment des situations vraiment drôles ou même vraiment inimaginables, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que moi, maintenant, je fais moins de croquis, mais c'est vrai qu'il faut que je continue encore à faire pour pratiquer parce que justement, mon style graphique depuis le premier livre, moi, je fais jamais, comment dire, je travaille pas comme certains auteurs, certains confrères, consoeurs. Eux, ils font un pâte-à-pour un brouillon et après, ils utilisent la table lumineuse, après, ils retracent leur brouillon. Ce que je fais, je peux préparer peut-être une sorte de brouillon, mais après, je mets à côté de la planche blanche comme ça. Et après, je dessine en regardant le brouillon à côté. Et si je fais une erreur, voilà, je gomme et après, je reprends. Justement, c'est inspiré de croquis que je fais dans la vie quotidienne. J'aimais quand même pour mon dessin... même si il s'agit de planches dans le livre, et après de garder côté vivant, en fait, des traits. Et du coup, oui, je continuais quand même de noter des choses que j'ai vues dans la vie quotidienne. Et après, parfois, je transmets sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment tellement drôle, tellement burlesque comme ça. Et ouais, c'est pour ça que... Et après, inspiré finalement de cette... croquis ou des choses. Après, je vais essayer aussi de transporter dans mon livre comme ça. Voilà. Ouais, c'est vrai que la vie quotidienne, c'est un peu aussi une sorte d'un prof, quoi, un enseignant comme ça. Ouais. Et après, il faut savoir justement, comme vous disiez, il faut savoir le saisir et après comment l'utiliser. Voilà. Donc, et après, comment mettre... Pour un récit, ça dépend le style, ça dépend le rythme, voilà, et de mettre dans des endroits qui paraissent justes, qui nous paraissent justes, comme ça. Et il y avait une deuxième question, c'était pardon. sur un projet d'effectuer un master en France et savoir si tu avais des conseils. Peut-être pas des conseils d'orientation ou d'établissement, mais voilà, c'était ça, des conseils. Pour faire des études en France, un master, c'est ça ou... Non Quel conseil tu donnerais à une jeune Taïwanaise envisageant des études ou un travail en France? D'abord, il faut apprendre le français. Oui, ça a l'air simple, mais c'est vrai que parce que ce conseil, ça a l'air banal, mais c'est important parce que, par exemple, moi, j'ai pris quand même un an pour apprendre la langue française en arrivant.
Mais même si malgré, parce que avant de venir en France, j'ai pris des cours et jusqu'à un niveau, on dit supérieur, en croyant que oui, je parle bien le français, mais déjà à la douane, paf, finalement, ouais, ok, bon, j'ai compris que j'ai encore des chemins à faire, même jusqu'à maintenant. Et ouais, je pense que ouais, d'abord, c'est vraiment d'apprendre à lire, écrire et parler français, et puis aussi de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des choses invisibles dans ces sociétés françaises, avec qui on parle d'une autre manière, après, comment on négocie, il y a plein de choses, quoi. Voilà, donc bon courage. Ouais, bon. Il y a encore 2 questions. Oui. Tout derrière et puis devant, peu importe l'ordre. Bonjour. Donc, moi, je suis française d'origine canadienne. Le caméra. Vous m'entendez? Oui. On a perdu le son. Pardon. Oui, c'est pour le. Oui. Ça revient. Ça va? Oui. C'est bon. Ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Donc, je vivais en France avant de venir en France. Et en fait, j'habite toujours en France officiellement. Et je voulais juste savoir, parce qu'avant d'aller en France, j'étais pour le Canada, je suis canadienne. Mais je voulais savoir, parce que c'est une question qui m'a déjà arrivé plein de fois quand j'avais été en France, c'est pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de rester en France? Moi, donc, en habitant en France, il y avait toujours la question d'où venez-vous? Je suis canadienne. Ah non, mais vos origines, etc. Donc, et j'ai jamais aimé la question. Ici à Taïwan, ils ne me posent jamais cette question. Je dis que je suis canadienne, ils acceptent tout de suite. On va demander autre chose. Je sais pourquoi. C'est différent en France. Et donc, j'adore la France. Je veux toujours rentrer, mais je me demande pourquoi. Parce que vous êtes allé pour les études. Pourquoi est-ce que vous êtes resté? Et est-ce que vous pensez un jour revenir en Asie? Oui, merci. Oui, pourquoi y aller? Après, pourquoi rester? Oui, c'est ça, en fait, qu'on pose souvent la question aux étrangers qui vivent dans un autre pays. Pourquoi d'y aller? Pourquoi y rester? Pourquoi ne pas rentrer? Et quand on va rentrer? Mais pour moi, en fait, c'est tout simple. C'est que, vu que j'ai choisi de faire la bande dessinée, et que moi, j'ai réussi quand même à avoir le contrat ici, même si malheureusement, les auteurs d'autrices de la bande dessinée n'ont pas vraiment encore assez correctement bien payé. Bon, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens qui ont un contrat, des avances plus importantes, tout ça, mais oui, on continue quand même à défendre notre droit, quoi. Mais c'est vraiment quand même en France, c'est ici que je pense que j'ai, malgré quand même la situation précaire des auteurs bande dessinée, je pense que c'est ici quand même on peut vraiment de faire la bande dessinée sans trop se soucier du marché. Bien sûr, il faut penser, alors est-ce que mon livre pourrait se vendre bien? Est-ce qu'il y aura la presse, tout ça, etc. Et c'est aussi ici, je peux voir vraiment plein de bandes dessinées, manga, comics, de fumetti, de plein de choses du monde entier, vraiment très différents. Mais c'est vrai que là, même à Taïwan, on peut voir ça, mais après, il faut payer plus cher pour acheter des livres en français. Voilà, donc du coup, je pense que c'est vraiment grâce à mon... C'est vraiment, on peut dire, grâce à ce métier-là que, ouais, moi, j'ai décidé de rester, de m'installer en France, et qu'en espérant, malgré quand même la situation sanitaire de moins en moins positive, de pouvoir rentrer à Taïwan et de garder quand même le lien avec mon pays d'origine. Voilà, c'est ce que je souhaite. Bonsoir. Bonsoir. Alors,
D'abord, je voulais aussi vous remercier pour cette discussion. Et ensuite, si c'est pas trop gênant, je voulais aussi revenir à la question de la traduction en arabe. Du coup, c'est une question que tu peux poser. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon. Ok. Je vais essayer. Si je ne suis pas trompé, vous avez déjà des œuvres qu'ils ont traduites en mandarin. Et du coup, je suis curieux si la réception à Taïwan était différente qu'en France. Si vous avez remarqué une différence de comment les gens ont pensé, peut-être aussi entre les gens parmi les jeunes Taïwanais comparé aux jeunes Français, s'il y avait, je ne sais pas, des commentaires ou des réponses différentes. Ouais, bon, je pense que ça concerne que les 2 livres publiés en France et aussi à Taïwan, hein, Formose et Futaftak, non? C'est ça? C'est vrai que Formose, déjà, j'ai été très surprise de recevoir le prix littéraire des lycéens de l'Île-de-France en 2012, fin 2012 en fait. Parce que Taïwan, c'est quand même pas comme qu'au Japon, c'est déjà quand même un pays asiatique qui fascine plein de Français. Et la Corée, maintenant, c'est toujours la star, la nouvelle star, star montant asiatique. Et oui, j'étais assez étonnante qu'il a eu un prix en 2012. Et puis, ce qui m'a étonnée encore plus, c'est après de voir la réaction quand il a été traduit à Taïwan, en fait. Je pense que c'est grâce à ce prix en France que finalement l'éditeur taïwanais a eu un peu plus de confiance de le publier à Taïwan à l'époque. Si je me souviens, je pense que c'est plutôt 2013 justement. Parce qu'à l'époque, ma bande dessinée, Formose, c'est quand même pas... C'est vrai que j'ai été fortement influencée par le manga, et c'est quand même pas un format manga où on est habitué. Et après, le sujet... moi, quand j'ai écrit Formose, je n'ai pas imaginé qu'il pourrait un jour publier à Taïwan, en fait. Je ne l'attendais pas du tout parce que je suppose, pour certaines personnes avec d'autres idéologies qui est totalement opposée de la mienne, peut-être ils ont envie de le brûler même, comme ça. Ouais. Mais du coup, j'ai été plutôt bien, c'était une belle surprise qui a été bien reçue à Taïwan. Et que moi, je ne suis jamais rentrée à Taïwan pour faire la promotion de ce livre, mais oui, c'était un best-seller. Et que après, des années après, il y a même encore un lecteur qui m'a dit que ouais, il lisait jamais le manga à bande dessinée à Taïwan, hein, les Taïwanais. Mais en fait, peut-être parce que le sujet justement a parlé de l'histoire de Taïwan et un peu aussi plein de sujets, de problèmes qu'on a subis par plusieurs générations, et que finalement, il y a des gens qui n'ont jamais lu le manga, ni le bande dessinée, qui ont lu mon livre. En fait. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, en fait, que mon petite histoire personnelle, c'est vrai qu'il y a quand même l'histoire avec un H dedans, et que ça a été reçu. Et en France, c'est curieux aussi, c'est que ce livre a été publié en France il y a 10 ans, maintenant 12 ans, voilà, on est en 2022. Et mais ce livre, quand même, a continué pendant les festivals bande dessinée ou des salons. Voilà, j'ai expliqué aux gens que ce livre parlait justement de ma jeunesse, de mon enfance, qu'on nous a appris une histoire qui n'est pas la mienne, qui nous a imposé une langue qui n'est pas non plus la mienne, la nôtre, et des choses comme ça. Et je trouve que ça interpelle quand même pas mal des parents, des gens. Et du coup, oui, ça continuait quand même à vendre. Et je suis ravie. Mais après, pour Futaftak, c'est peut-être moins évident parce que
déjà, on ne connaît pas très bien Taïwan en France. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a une crise entre la Taïwan et la Chine, les gens peut-être connaissent un petit peu plus. Mais pas autant, voilà. Récemment, c'est grâce à la Lituanie, voilà, Litaouan. Bon, voilà, comme ça. Oui, on parlait de nous. Taïwan a acheté des bouteilles de la Lituanie, tout ça, etc. Oui, mais si on revient à Futaftak, c'est peut-être moins évident parce que, ouais, je ne sais pas, peut-être, est-ce que c'est parce que les événements, le mouvement contre Meliwan, c'est le projet de l'hôtel, est-ce que pour 5 ans, c'était longtemps, c'est casé, ou je ne sais pas, mais en France, ça va, ça continue, quand même, ça parle quand même à septembre, parce que même en France, il y a quand même aussi des sujets, des soucis sur ce genre ces choses similaires, sur des problèmes écologiques ou par rapport à les populations autochtones. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est vrai que que ça, à Taïwan ou en France, peut-être ça attire moins de gens, mais moi, je suis toujours ravie de pouvoir de faire ce reportage. Voilà. Merci. Merci. Je pense que, sauf s'il y a une dernière question, mais sinon, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Émutine, pour cet échange. Très bien. Sur le beau soleil qu'on devine par la fenêtre, peut-être. Ah oui, mais il fait froid dehors, quand même. Merci, et puis bon début d'année à toi. Je crois que une fois qu'on t'aura dit au revoir, on va avoir la chance de visionner une courte vidéo qui a été faite par le Centre culturel de Taïwan à Paris. Ah oui. Et donc, mais il faut qu'on te dise au revoir avant. Ah, ok. Pour pouvoir regarder. Voilà. Donc, ok, ça marche. Oui. Donc, voilà, tout le monde pouvait saluer. Merci beaucoup et bonne année à tous. Et prenez soin de vous et moi aussi. En France, il y a plus de 300 000 cas de Covid. Oh là là, ça monte. Par jour. Voilà. Ouais. Ouais. Bon courage. Ouais, merci et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Salut. Et...